Salam alaikum Mazoul. Bonsoir, Rétro Info, comme chaque samedi. Et avec nous, donc, pour parler des événements de la semaine, Nazim Taleb, représentant du mouvement Rachad. Merci d'être avec nous, Nazim. Merci pour l'invitation. Merci. Rizqi Mamart, journaliste, militant des droits de l'homme. Merci d'être avec nous, Rizqi. Merci pour l'invitation. Merci. Au téléphone, nous aurons Farhat Taïtali, expert financier, qui va nous rejoindre dans une vingtaine de minutes. Les titres d'abord. TSA, affaire de la cocaïne. La machine de la rumeur broie tout sur son passage. Par Faisal Metaoui. Africa News, Algérie. Après le chef de la police, le chef de la gendarmerie remplacé. Par AFP. Amsley. Parade du 5 juillet, l'image honteuse et choquante d'un cadre de Bouteflika, par Massanissa Ikhalef. Alors, donc, nous allons parler principalement de deux sujets. Aujourd'hui, il y en a tellement qu'on n'arrive pas à choisir lesquels. Il y a tellement d'événements qui se précipitent. Donc, on a choisi de parler de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, il ne faut pas l'oublier. Et le deuxième sujet est celui des limogeages, notamment celui du DGSN et du commandant de la gendarmerie nationale. Alors, au sujet de la fête nationale de l'indépendance et de la jeunesse, Nazim, qu'est-ce que nous pourrions dire? Sur la fête de l'indépendance elle-même ou sur la célébration? Sur la célébration et sur la fête elle-même. Hier, commandant Asdine, qui était avec nous, avait fait une remarque très pertinente. Il a dit de toutes les façons, la fête de l'indépendance maintenant, elle n'est fêtée que par les gens du régime. Il l'a faite entre eux, il a dit. Puis avec des petits fours et de la limonade. La société algérienne, le peuple algérien ne se sent même pas concerné. Oui, effectivement. Aujourd'hui, les Algériens, d'une manière générale, n'ont pas l'esprit à la fête, il faut le dire. L'Algérien, aujourd'hui, il est loin d'être dans l'esprit fêtard. On a une inflation qui devient de plus en plus importante. On a le champ médiatique qui se restreint, le champ de l'expression. Aujourd'hui, on a des Facebookers, par exemple, comme Tebouch à Annaba, qui est mis en mandat de dépôt juste parce qu'il a critiqué ou il a demandé la désobéissance civique. Qui au passage est un membre de Rachad. On a des prix qui flambent, on a effectivement l'Algérien, et surtout à mon avis, surtout ce sentiment qu'ils ne vivent pas dans un pays indépendant. Ils ne vivent pas, certes, on s'est débarrassé de la colonisation, qui était effectivement, elle est indescriptible en termes de méfaits, mais en même temps, on a l'impression que le colon a été remplacé par un autre colon, c'est-à-dire de notre propre sang, de notre propre culture, etc., mais qu'ils ne veulent pas lâcher. Et on le voit dans les discours, dans les nominations. Rappelez-vous le discours de Bouteflika pour parler de la jeunesse. Comment voulez-vous que la société algérienne se sente concernée par ce qui se passe en Algérie quand 70% de la population elle est complètement marginalisée et en dehors du champ de la décision politique? 2012, le président Bouteflika avait dit Tabjnenna. Oui. Il a fait une déclaration. Derrière, il a dit il faut que la jeunesse prenne le relais. Et qu'est-ce qu'on voit derrière? On limoge Monsieur Hamel, pardon, et on le remplace par qui? Par quelqu'un qui est encore plus vieux que lui, oui. qui a 82 ans, qui est là depuis le début. C'est-à-dire, depuis Mathusalem. Exactement. Donc, on ne fait pas confiance à cette jeunesse. C'est un régime, encore une fois, qui veut durer. La jeunesse, elle est occupée à vouloir quitter le pays. La jeunesse, elle remplit les petits esquifs qui servent au haraga pour se jeter à la mer. Oui, entre autres, malheureusement, oui. Il y a des centaines d'Algériens qui sont morts en traversant les mers, ça c'est une réalité. Il y a des gens qui souffrent tous les jours. L'Algérien ne se sent pas dans son propre pays. Regardez ce qui se passe, là, je dirais là. Encore une fois, il y a tellement de choses qui ne vont pas que nous, comme en politique, on essaie quand même de donner de l'espoir à cette jeunesse, qu'un changement,
on peut opérer un changement à notre niveau, mais c'est à nous, le changement, il nous appartient à nous. Nous, on veut une Algérie demain où il y a de la justice, où les gens ont de la dignité, où les gens peuvent travailler, où les jeunes sont pris en considération dans tous les postes, où il y a une éducation de qualité, etc. C'est ça le message que nous, on veut. Malheureusement, on peut critiquer à longueur de journée. Ce régime, il a montré encore une fois qu'il est en faillite. Et quand vous exhibez les cadres de Bouteflika, ben, je crois que là, il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. Les portraits de Bouteflika Rescri, on a vu hier qu'à Alger, notamment lors du défilé, nous allons voir quelques images. Lors du défilé à Alger, on a promené le portrait géant de Bouteflika, qui a été salué par Kassamen, et les gens de la tribune officielle se sont levés au garde-à-vous, sont mis au garde-à-vous pour le saluer. Mais on nous dit que ça ne s'est pas passé à Alger seulement. Un peu partout, on a promené le portrait de Bouteflika dans les rues. C'est l'inauguration quasi officielle d'une nouvelle façon d'être, des nouvelles apparitions du chef de l'État, puisqu'il ne peut plus faire d'apparition publique ni s'exprimer. Il n'a pas parlé aux Algériens depuis 6 ans. Alors maintenant, on le promène dans les rues et on fait comme si c'était lui qui marchait dans la rue. Effectivement, il y a le régime, il est occupé, occupé par sa pérennisation. Ça veut dire qu'il faut que le président existe. Il existe par n'importe quel moyen. Avant, on nous montre un président affaibli dans les chaînes de télévision. Dernièrement, ils ont même exposé le président à Alger. Donc, il a inauguré un certain nombre de le Jamak Tchawa, je pense, plus la station de métro et tout ça. Maintenant, ça y est, je pense que probablement il était dans un état très affaibli. Il n'est plus présentable, il n'est plus exposable. Donc, on a trouvé, je ne sais pas quel génie. Oui. Qui a trouvé cette astuce de présenter, d'exposer le cadre. C'est honteux pour l'Algérie. C'est l'image du pays qui est complètement ruinée à l'échelle nationale et à l'échelle mondiale. Donc oui. Deux choses. Tous les relais du régime passent leur temps, comme Ould Abbas, Ammar Ghoul, Sidi Saïd et les autres. Ils passent leur temps à nous faire des discours sur la présence du chef de l'État à la tête de l'État. De nous raconter des choses sur ce qu'il a fait. Alors la presse, qui sans nuance, à chaque fois qui reprend ce que le régime dit, par exemple, il dit « Bouteflika a nommé »,« Bouteflika a limogé »,« Bouteflika a écrit une lettre ». La presse ne fait plus de mesures, elle ne dit plus « selon le régime ou selon les autorités, Bouteflika aurait écrit une lettre ». Non, il dit « Bouteflika a écrit une lettre, Bouteflika a décidé et tout ». Et plus que ça, avec cette histoire de portrait, c'est une reconnaissance, c'est un aveu, pas seulement implicite, explicite des autorités que Bouteflika ne peut plus se déplacer, qu'il ne peut plus parler et que maintenant on a décidé qu'il fera son apparition à travers des portraits. Oui, mais oui, effectivement, il y a le régime, tout ce qui le représente sont très, très occupés par la pérennisation du régime. Bouteflika, il faut qu'il reste au pouvoir par n'importe quel moyen, parce que la disparition de Bouteflika et probablement la disparition du régime, c'est un certain nombre d'intérêts qui vont partir. Donc il y a la majorité des personnes qui ont été, c'est-à-dire qui forment la périphérie de Bouteflika, ou bien l'oligarchie qui constitue le régime, c'est des gens qui se sont enrichis après 1999. La majorité, Ould Abbas et autres. Donc, Ould Abbas, quand il parle, je ne suis pas sûr que par amour à Bouteflika ou bien mais c'est des gens qui ont beaucoup plus de privilèges, qui se sont remplis bien les poches pendant toute cette période de règne de Bouteflika. Donc la disparition de Bouteflika et le système de Bouteflika ou bien le clan de Bouteflika, ça veut dire quoi? Ça veut dire la disparition de leurs intérêts. Ça veut dire qu'il faut qu'il reste absolument. Il faut qu'il reste absolument. Donc vous êtes sûr qu'il va y avoir un 5e mandat? Non, mais enfin, après, tout dépend des rapports de force à l'intérieur du régime. Donc 5e mandat, pour moi, je pense probablement oui. Mais avec toutes ces limogeages, tout ce qui se passe actuellement à l'intérieur du régime... Ça ne risquerait pas de provoquer des choses? Ça risque de provoquer des choses. Probablement, je ne sais pas... Il peut y en avoir dans quelques jours ou bien quelques mois un coup d'État ou je ne sais pas moi. Il peut y avoir quelque chose. Ça veut dire pour pouvoir donner des informations, c'est-à-dire une analyse assez profonde, il faut y aller à l'intérieur du régime. Nous, on a des informations qui nous arrivent à travers de la presse. Comment vous expliquez cette opacité, ce régime qui a réussi à s'entourer, à s'enfermer dans une bulle de plomb?
Rien ne filtre. On ne sait rien. Personne ne sait quoi que ce soit. Même les luttes de clans qui se passent entre eux, normalement, généralement, quand il y a lutte de clans, les clans balancent les uns sur les autres. Mais là, il n'y a rien qui filtre. La qualité du régime algérien, c'est-à-dire son point point le plus fort, fort. son point le plus fort, c'est qu'elles peuvent se cogner entre eux, mais elles ne se mangent pas. Ça reste à l'intérieur. Entre eux. Voilà, c'est contraire à l'opposition, soit démocratique, à toutes les oppositions algériennes. Qui passent leur temps à balancer les uns sur les autres. Nous allons voir quelques images sur ces fameux portraits et nous revenons à la discussion. Processus de développement en Algérie. Nazim, ils sont dans une démarche. Ils ne voient pas que tout le ridicule d'une telle démarche, ils ne la voient pas, eux. Ils n'évaluent pas la portée de ce qu'ils sont en train de faire. Non, je crois qu'ils le savent. Ils sont pas. Bon, je pense à croire que, en tout cas, j'espère à croire qu'ils sont pas si bêtes que ça. Mais ils sont rentrés dans une logique où c'est très très difficile de faire demi-tour, en fait. Et là, on essaye plus ou moins de un petit peu remplir la façade, je dirais, de donner plus ou moins une certaine justification à ce non-retour vers le... Et comme on ne peut pas faire sortir le président Bouteflika dans les rues, puisqu'on sait très bien qu'il est gravement malade, on assiste à ce ridicule-là. Mais encore une fois, on l'avait dit à l'émission précédente, c'est-à-dire que le divorce est consommé. Les Algériens, à mon avis, autant ils se sentent humiliés, autant ils se sentent marginalisés, mais autant ça les importe peu. Justement, je voulais que vous m'y ameniez et vous le faites très bien. Comment expliquez-vous cette indifférence quasi totale, massive des Algériens pour leur propre sort? Ils sont non concernés. C'est comme quelqu'un qui s'est débranché ou quelqu'un qui a arraché la prise. C'est un peu comme si, bon, vous êtes entre vous, vous êtes les maîtres de ce pays, faites-en ce que vous voulez, nous, on n'en a rien à faire, on s'occupe de nos petites affaires, on va qu'à nos petits soucis. Nous, on n'est pas concernés, nous, l'Algérie, alors que jamais l'Algérie n'a été aussi en danger que maintenant. Même au sein du régime, même au cœur du régime, au cœur des maîtres du pays, il se passe des choses qui risquent demain de faire exploser tout le pays. Et pourtant, c'est l'indifférence la plus totale. Et on l'a vu à travers les festivités de l'indépendance, où il n'y a que les officiels qui sont entre eux en train de, vous avez vu, de saluer un portrait, de prendre des petits fours, de prendre la limonade, de s'auto-applaudir. Comment expliquez-vous cette absence de réaction de toute une société, de tout un peuple? Moi, je ne crois pas que... Bon, après, ça dépend, les dynamiques de changement dans une société. Encore une fois, il ne faut pas croire que toute la population va s'engager dans le champ politique. C'est toujours une minorité qui entraîne vers eux des gens derrière, premièrement. Secondo, moi, je ne crois pas qu'il y a une indifférence. Les gens expriment leur ras-le-bol, notamment dans les réseaux sociaux. Il faut surtout dire que le régime a tout fait, justement, pour qu'on ait l'impression
qu'il n'y a qu'eux qui sont organisés, structurés, notamment à l'armée, et que le reste, il n'y a plus rien, c'est le sommeil complet. C'est normal, puisque les associations, on les a interdits. Il n'y a plus d'accès aux champs médiatiques, aussi bien radio, télé, etc. On a endormi des gens à coups de milliards, l'ANSEJ. N'oublions pas aussi la décennie noire qui a laissé un traumatisme qui est important, c'est-à-dire qu'un jeune de 18-20 ans qui va dire oui à sa maman, oui, je vais peut-être manifester parce que j'en ai marre, sa mère elle lui dit l'idée, on a manifesté avant, on s'est fait tuer comme des mouches. Donc il y a encore ce traumatisme. Il y a aussi la corruption des partis politiques. La corruption, effectivement, ça c'était mon dernier point. La corruption, l'ANSEJ aussi c'est une corruption. Hein. Oui, oui. Voilà, donc rappelons-nous de 2011, l'Algérien, c'était à peu près concomitant avec ce qui s'est passé en Tunisie, sauf que l'Algérie, elle avait les réserves de change suffisantes pour acheter la paix sociale. Elle le fait aujourd'hui encore une fois. Rappelons-nous des rétropédalages au niveau de la loi de finances. On fait passer, par exemple, la carte d'identité de 10 000, finalement, le président, c'est lui qui l'annule. Donc, il y a une cacophonie qui n'est pas possible. Mais moi, sincèrement, M. Benchenouf, je ne crois pas qu'il y a une insouciance où ça prend du temps, certes. Et c'est pour ça que c'est aussi un autre rôle, notamment, par exemple, moi, je parle au nom du mouvement Rachel, c'est notre rôle aussi de se conscientiser les gens, de leur dire que le changement, il se fait par étapes, que le changement ne se fait pas forcément par un changement complètement de régime, il se fait par étapes. Là, par exemple, je donne juste un exemple. Aujourd'hui, on a des images partout, des plages qui sont complètement polluées, il y a de la poubelle partout. Vous avez des gardiens de parking qui font la loi. Vous avez des plagistes qui tuent les gens. Qui tuent les gens. Ça, c'est déjà un acte de citoyenneté que l'Algérien, nous, on doit aussi s'engager dedans. C'est-à-dire, on ne peut pas non plus aspirer à un pays comme la Suède ou la Norvège, alors que nous, nos plages sont sales. Donc il faut déjà, nous, qu'on commence à positiver notre vision des choses, que le changement, il est tout à fait possible en Algérie, parce qu'on l'a vu dans de tas d'exemples différents dans des pays qui ont fait par la non-violence un changement radical dans leur pays. Il est possible, sauf qu'il faut qu'on reprenne confiance en nous, il faut qu'on s'organise, qu'on commence petit à petit à construire une société civile et le changement viendra, c'est inéluctable. Sur ce point, avant de passer au point suivant. Oui, enfin, je suis tout à fait d'accord, mais il y a une chose, c'est que chez nous, il n'y a pas d'élite. Il n'y a pas les partis politiques, par exemple, qui peuvent organiser la société, qui peuvent être, comment dirais-je, l'avant-garde de la société, enfin, sont en état d'hibernation. C'est ça le gros problème, parce que dans toutes les sociétés... Enfin, en état d'hibernation ou en état de digestion il peut dire les deux. Voilà, donc en Tunisie, par exemple, le mouvement, comment s'appelle, le printemps tunisien, il a été fait d'abord par une classe politique, par une certaine élite. Après, il y a le suivi de la société civile. En Égypte, moi, j'ai l'impression que ça a été le contraire. Moi, j'ai l'impression que c'est le peuple qui est sorti dans la rue et qu'après, les élites sont arrivées. Oui, mais il y a le peuple, mais il y a un encadrement. Oui. Chez nous, combien de fois le peuple est sorti dans la rue ? Il n'y a aucun encadrement. Ça fait pas longtemps. Peut-être que c'est fait exprès. Peut-être que parce que eux, ce qu'ils cherchent à faire, le régime, c'est soit vous ne bougez pas, mais si vous bougez, ça peut être que l'émeute, puisqu'il n'y a aucune force organisée qui peut porter une contestation politique. Ça veut dire que c'est un peu dégénéré quand jacquerie. On émeute, en violence. C'est ce qui se passe actuellement, c'est ce qui se passe en Algérie depuis presque deux décennies. Depuis le printemps noir de Kabylie, qui a été organisé par une certaine élite, par La Roche à l'époque. Depuis, l'Algérie a connu pas mal de manifestations, pas mal de jacqueries, si vous voulez ce terme, mais personne ne les a organisées. Les partis politiques, par exemple, pratiquement sont très passifs. Je ne néglige pas le rôle des partis politiques, je ne néglige pas le rôle des élites. Mais encore une fois, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'élite ne viennent pas d'une autre planète. Ils viennent de cette société civile. C'est cette société civile, c'est cette jeunesse, et il faut faire confiance à cette jeunesse, qui va vous faire sortir des élites. Les politiques, aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas admettre
qu'aujourd'hui, l'Algérie, comme M. Benchenouf a dit, elle est à la croisée des chemins et il continue encore à profiter des largesses de ces systèmes, ils vont être dépassés demain. Ça ne va plus être une élite, ça ne va plus être des partis politiques. D'autres partis vont émerger et on l'a vu dans d'autres pays. En une année, 2 ans, vous avez de nouveaux partis politiques. En Espagne, par exemple, les Podemos, etc., ils ont une existence sur l'échelle d'une nation comme l'Espagne, 3-4 ans, qui ont réellement changé les choses. Il faut faire confiance à notre jeunesse. Je vais vous poser une question difficile, très difficile, très dure, très polémique. Je demande à tout le monde de bien me comprendre. Je n'appelle pas un coup d'État. Nous savons tous que depuis 1962, le cœur du pouvoir, c'est l'armée. Il n'y a pas eu un seul chef d'État, un seul président qui a été vraiment élu. On est d'accord? Oui. Ils ont tous été désignés par l'armée. Par l'armée, oui. Même maintenant, Bouteflika, si ce n'était pas l'armée, il n'aurait pas pu faire un 4e mandat alors qu'il est complètement invalide, incapable de réciter la table de multiplication de 1. Je ne dis plus la table de multiplication de 2. Donc c'est l'armée, ou du moins une partie de l'armée, les chefs de l'armée, qui sont à la manœuvre. On est d'accord? Donc, puisque c'est l'armée et l'armée seule qui a le pouvoir, personne d'autre. C'est l'armée seule qui protège l'actuel clan des Bouteflika, la fratrie, qui ont la façade du pouvoir. Et que ceux qui décident de cela sont très probablement à la mangeoire, au râtelier. Ils ne soutiennent pas les Bouteflika comme ça par patriotisme, parce que ce n'est pas du patriotisme, c'est l'inverse. Du patriotisme, ils sont en train de tuer le pays. Donc c'est qu'en échange, il y a quelque chose. D'accord? Pourquoi le reste de l'armée, puisque la société civile n'arrive pas à bouger, pourquoi le reste de l'armée, tous ces officiers honnêtes, intègres, qui aiment leur pays, qui savent que le pays va droit au mur, que le pays va mourir, que l'Algérie va mourir, pourquoi n'empêchent-ils pas cet état de choses? Pourquoi n'empêchent-ils pas leur chef de mener l'Algérie à l'abattoir? Je n'appelle pas à la révolution des œillets, comme au Portugal. Je sais que dans l'état des choses, c'est impossible. Oui. Mais au moins qu'il y ait une pression sur ces chefs de l'armée pour qu'ils arrêtent de tuer l'Algérie à petit feu. Mais à l'intérieur de... Enfin, je pense, ça c'est mon point de vue, c'est à l'intérieur, enfin, la discipline militaire, donc c'est un petit peu... un subordonné, par exemple, ne peut pas contester son général, ou bien, je ne sais pas moi, un sergent ne peut pas contester les décisions de son lieutenant. Au Portugal, ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas... Aussi, oui. Je me permets. Oui. Au Portugal, c'était une dictature militaire. Il y avait des généraux pourris jusqu'à l'os qui soutenaient leur chef principal et qui s'enrichit en milliards de dollars pendant que le peuple crevait de faim. Le Portugal était le dernier pays européen et de jeunes officiers se sont dressés contre ça. Ils ont pris le pouvoir, mais ils ne l'ont pas gardé. Ils l'ont remis entre les mains du peuple et ils ont aidé le Portugal à devenir l'une des plus belles démocraties du monde. Et probablement à l'intérieur de notre armée, probablement, il y a la conscience de certains cadres militaires qui peuvent faire ça, n'a pas encore arrivé à un certain stade. Ou bien il y a aussi à l'intérieur de l'institution militaire, il y a une grande corruption, il y a du régionalisme, un petit peu. C'est-à-dire ce qu'il y a dans la société, tous les mots qui peuvent exister dans la société existent on les retrouve dans l'armée. Oui, ou inversement. C'est une image de l'armée, c'est une image de la société. Donc probablement il y a aussi ça, il y a le régionalisme dans la société, il y a le régionalisme dans l'armée. Donc Bouteflika, quand il est arrivé, elle a choisi le personnel politique de sa région. Même dans l'armée, on peut trouver ça. Un général, par exemple, il peut oui, régionalisme primaire, j'allais dire. Effectivement. Mais un point protégé par les gens de sa région. Un point où Bouteflika est arrivé à un certain moment de désigner les 3/4 du gouvernement d'une seule région. Nazim, vous qui êtes de l'ouest de Tlemcen, ça veut dire pour que les gens de l'ouest comprennent bien que ce n'est pas contre eux. Mais est-ce que c'est normal qu'un chef de l'État, parce qu'il est de l'ouest, même pas de l'ouest, de la région Ndroma Tlemcen, il choisisse 80% de son gouvernement de cette seule région, y compris des copines, des amis, les copines des copains, les cousines des cousins. Mais j'aimerais que vous me répondiez sur ça et sur l'armée. Hein.
Oui, mais M. Benchenouf, quand vous me dites est-ce normal, est-ce que le critère de normalité s'applique à l'Algérie déjà, premièrement? Ça veut dire que c'est la normale qui est la norme. Voilà, donc il n'y a pas de normalité en Algérie. La normalité en Algérie, et ce depuis... Et ce n'est pas, encore une fois, effectivement, Bouteflika a nommé des gens de l'Ouest. Mais ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Quand il y avait l'armée, il y avait une majorité de gens de BTS, comme on dit. De Chaouia. Ça a toujours fonctionné malheureusement comme ça. C'est-à-dire que ça prouve encore une fois que l'Algérie n'est pas encore arrivée à maturité, la notion de l'Algérie. Excusez-moi, avec Bouteflika, c'est encore plus grave parce qu'on trouve la majorité, 80%, 90% du personnel politique, même, ce n'est pas uniquement des ministres, même les alliés, la périphérie du régime, 80% sont des gens du Tlemcen. Je vais vous dire. Comme disait M. Benchenouf depuis le début, la structure, la colonne vertébrale, c'est l'armée. Aujourd'hui, je vous pose une question. Vous êtes ministre, 90%, on va dire, de l'Ouest. Est-ce que, mis à part le privilège d'avoir le titre ministre et de vivre dans le club des pins, est-ce que vous avez autre avantage? Vous êtes un pantin du régime. Non, mais c'est l'outrance. Oui, non, mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Je sais que les vrais patrons, c'est l'armée. Voilà. Mais c'est l'outrance. Comment peut-on choisir 80% du gouvernement de son patelin, de son village, et oser venir parler aux Algériens, les insulter quasiment, les montrer du doigt, leur demander de se taire comme il avait avec Oumamine? C'est incroyable. Encore une fois, il ne faut pas rentrer on stigmatise les gens de l'Ouest et de l'Est. Le mode opératoire de ces gens-là, c'est qu'ils s'entourent avec les personnes de leur tribu, de leur village, de leur famille, etc., etc. Ce que je suis en train de vous dire, tout simplement, c'est que Bouteflika n'aurait pas pu faire ça. Et c'est pour ça qu'on aspire à cette Algérie-là. Oui. C'est une Algérie d'un état de droit, de comptabilité. C'est-à-dire, je suis comptable de ce que j'ai fait. Est-ce que, d'après vous, après 20 ans de règne, est-ce que Bouteflika, il a présenté une seule fois au Parlement son bilan? Jamais. Monsieur Hamel, on le limoge. On ne sait même pas, est-ce qu'il est mis en examen, pas mis en examen, c'est quoi l'affaire de la cocaïne, on va y arriver, c'est le sujet. Donc, il n'y a pas de comptabilité, personne n'est comptable de quoi que ce soit. Mais Nazim, je vais vous arrêter sur un mot que vous avez dit. Il n'est pas question ici, sur ce plateau, de stigmatiser qui que ce soit parmi nos compatriotes. Au contraire, parce que les gens qui sont désignés, qui sont d'une seule région, le Ben Ammis, je rappelle que ce n'est pas dans l'intérêt des régions. Quand en ce moment, les NTM, Tlemcen, Droma, Mrnia, ils ne sont pas en train de servir leur région, ils sont en train de servir leur poche, leurs cousins, ils sont en train de placer l'argent à l'étranger. Comme ce fut le cas du PTS quand il y avait Betnat, Bessas ou Garas, ils n'ont pas servi la région. Je continue à dire, allez faire un tour aux Aurès, vous allez tomber à la renverse. Il y a des gens qui vivent encore au Moyen-Âge. Non, Et les Kabyles, les Kabyles qui sont au pouvoir, les Kabyles qui étaient les patrons du DRS, les Kabyles qui étaient les patrons de l'armée, les Kabyles qui étaient la plupart du temps secrétaires généraux des ministères, qui sont à la tête des grandes sociétés du secteur public, le Premier ministre Ouyahia, ils n'ont pas servi la Kabylie non plus. Donc il n'est pas question ici de dire que quiconque peut être stigmatisé. Non, mais ces choix de décider, de choisir... Cette stigmatisation, je ne le dis pas par rapport à ceux qui sont présents sur le plateau. Loin de moi cette idée. Je vous dis tout simplement qu'effectivement, et je reviens à ce que vous dites, c'est qu'on a tendance à dire « Ah oui, de toute façon, la plupart, imagine Tlemcen ou la Ndroma ou la peu importe. » Mais comme vous avez dit, et vous l'avez justement dit, c'est que ça ne profite pas à ces gens-là. C'est-à-dire que le Tlemcenien, le citoyen de Ndroma, le citoyen de Kabylie, le citoyen de Tbessa ou la Sougaras ou la... Ils vivent tous le même enfer. Absolument. Et il n'y a qu'une certaine nomenclature qui profite de ces privilèges. Même les personnes qui entourent Bouteflika, c'est-à-dire qui sont issues par exemple de la région de l'ouest de l'Algérie, donc c'est les plus proches de Bouteflika, sont ses amis. Tu prends par exemple Chakib Khalil, sont des amis. Voilà. Ils vont d'une même maison. Donc c'est pas n'importe qui de Tlemcen ou d'Ndrouma qui peuvent... Je veux apporter une information à Resri. Oui. Je veux apporter, nous l'avons déjà dit, mais il faut toujours la rappeler. C'est que ces gens-là, dans leurs différences régionales, Kabyle, Chaouia, Tal Gharb, Tal Wast, ils sont tous d'une même famille.
Depuis 1962, ils se marient entre eux. Leurs filles et leurs garçons se marient entre eux. Et ils en sont à la 3e génération de mariage. D'une façon directe ou indirecte. Si moi, je ne suis pas le beau-frère de Razqi, je suis le beau-frère de Nazim qui est le beau-frère de Razqi. Et quand il n'y a pas d'alliance par le sang, il y a une alliance par les affaires. Donc ça, on est d'accord sur ça. Et si vous avez quelque chose d'autre à dire, c'est bon. Sinon, on passe au sujet suivant. Pour finir sur la phrase, c'est que effectivement, là où on veut, c'est-à-dire l'Algérie qu'on aspire à accomplir demain, préviendra justement ce genre d'abus de pouvoir où un chef, comment dirais-je, nomme 90% du gouvernement de sa région, etc. Je vous donne juste un exemple. Est-ce que vous connaissez le président de la Suède, de la Finlande, de la Singapour, etc. Personne ne les connaît. Oui. C'est des pays qui sont en termes de transparence, etc. Nous, le problème, c'est que depuis des siècles, encore 50 ans, 60 ans, on est encore dans le culte de la personnalité. Oui. On croit qu'il nous faut un sauveur, un Mehdi. C'est nous les sauveurs, c'est l'Algérien. C'est aujourd'hui à nous de construire l'Algérie de demain. L'Algérie où il y aura une séparation des pouvoirs, une Algérie où il y aura une liberté d'expression, l'Algérie où les jeunes vont être mis vraiment au service de leur pays, où il y aura une éducation, une formation. C'est ça l'Algérie auquel on aspire. Mais ça, je dirais, pour nous, c'est du passé, parce que c'est un régime qui ne peut pas perdurer, c'est impossible. Non, mais concernant le culte de la personnalité, je pense qu'il y a deux. Enfin, pour le culte de la personnalité, Bouteflika, on ne fait pas ce qu'on lui fait par amour à la personne ou bien par la reconnaissance de la personne. C'est faux. On fait ça tout juste pour ce qu'on appelle pour défendre des intérêts bien déterminés, des intérêts matériels. Donc Bouteflika, c'est-à-dire c'est Ould Abbas. Quand il parle de Bouteflika, je ne suis pas sûr et certain que Ould Abbas ait croit à ce qu'il dit. Donc il y a une différence entre le culte de la personnalité, une personnalité par exemple politique, économique ou je ne sais pas quoi, à qui on a la reconnaissance de ce qu'elle a fait, qui a une certaine histoire, qui a un certain vécu, qui a certaines compétences. Par exemple, si on prend par exemple le rapport du FFS par rapport des militants du FFS par rapport à Aït Ahmed, il y a un certain culte de la personnalité. Mais Aït Ahmed, il s'impose par son histoire, par sa compétence, par sa personnalité. Mais Bouteflika, non. Bouteflika, on fait le culte de la personnalité pour des intérêts. Ça veut dire on essaye de le faire grandir un petit peu, de je ne sais pas quoi. Pour pouvoir mieux manger en son nom. Voilà, en son nom. Comme qui m'a dit Ould Abbas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire Ould Abbas, je ne suis pas sûr, Ould Abbas ou bien même les autres, je ne suis pas sûr qu'ils sont convaincus de ce qu'il disait de Bouteflika comme étant je ne sais pas moi, un grand personnage qui a sauvé l'Algérie ou bien un homme qui appartient à l'histoire de l'Algérie. Je ne pense pas qu'il le pense réellement. Il n'en demeure pas moins que des cadres de 4 mètres par 3 de Bouteflika jonchent les rues d'Alger. Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et nous allons passer, si vous le permettez, au sujet suivant, celui de ces limogeages après l'affaire de... Les Algériens l'ont appelé Coke Gate, Cocaine Gate, après cette histoire. Donc nous avons assisté à 2 limogeages, dont celui du DGSN, un baron principal du régime. Ils l'ont limogé comme le dernier des malpropres, du jour au lendemain, simplement. Et puis, juste après, il a été suivi par le commandant de la gendarmerie nationale. Ils les ont limogés sans aucune explication, d'aucune sorte. On ne sait même pas réellement pourquoi ils ont été limogés. Est-ce que c'est par rapport à la proximité des présidentielles et que le Hamel serait lui-même dans le starting block, ou est-ce parce que, comme ils essaient de le faire croire, qu'il serait proche des gens qui sont à la tête du trafic de cocaïne? On ne sait pas. Et puis, il a été suivi par le commandant de la gendarmerie nationale. Pareil, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Moi, sincèrement, je ne sais pas exactement. Moi, par rapport à cette affaire, il n'y a que des interrogations. Alors, encore une fois, est-ce que c'est notre rôle de savoir exactement ce qui se passe au sein du régime? C'est surtout que c'est difficile de le savoir quand on est à l'extérieur, et je crois que même eux ne le savent pas. Oui. Je dirais, je ne crois pas que Hamel savait qu'il allait être limogé le lendemain. Oui, mais on n'a pas d'autre choix que de spéculer, donc nous allons spéculer. Est-ce qu'il nous laisse le choix? Moi, un jour, quelqu'un qui m'a dit « Vous passez votre temps à spéculer ». Je lui ai dit « D'accord, moi je ne veux pas spéculer ». Est-ce qu'il y a une possibilité de mener une quelconque investigation dans ce pays? Accéder à des statistiques, accéder à des interviews, faire parler les responsables? Il n'y a pas. Alors, vous ne laissez pas d'autre choix que de spéculer.
Non, Voilà. Donc nous allons spéculer. Là, on ne va pas forcément faire de la spéculation, on va faire juste de l'analyse post-événement. Et premièrement, déjà, cette affaire nous montre encore une fois que c'est l'armée qui décide. Ça, c'est indéniable. Il a dit une personne propre, une personne qui veut combattre la corruption ne peut pas être corrompue lui-même. Donc, il a, du jour au lendemain... Lui, il parlait de l'armée parce que c'était l'armée qui a mené l'enquête sur l'affaire de la cocaïne. Salah s'est senti visé, il a tout simplement dégommé. Voilà. Il a exigé son limogeage. Voilà, donc voilà. Pour moi, ça, c'est la première conclusion. Donc, ce n'est pas Bouteflika qui a limogé, c'est Gaïd Saleh. Bouteflika, il est déjà très malade. D'après des rumeurs, il est même à Genève en train de se faire traiter. C'est qui a le pouvoir aujourd'hui de dégommer quelqu'un comme Général Hamel? Il n'y a que l'armée. Moi, sincèrement, je ne vois pas une autre personne. Et ça, moi, je suis convaincu, on reste toujours dans la ligne de 62, que c'est l'armée qui décide. Et un moindre faux pas concernant l'armée, vous êtes dégommé. Nous allons demander l'avis de Zoubida Assoul qui vient de nous rejoindre. Zoubida Assoul, merci d'être avec nous. Merci, c'est Jamel. Bonsoir à vous et à vos invités. Bonsoir. Donc, en plus d'être présidente de parti, vous êtes membre et porte-parole du mouvement Al-Mouatana, c'est bien ça? Tout à fait. D'ailleurs, nous avons une réunion à 16h, là, parce que nous préparons la charte des valeurs et des principes qu'on doit soumettre à tous nos partenaires, les citoyens, les partis politiques, la société civile, parce que les Algériens aujourd'hui ont besoin de se regrouper autour d'un certain nombre de valeurs, parce qu'il n'y a plus de valeurs malheureusement, ni dans la pratique politique, ni dans l'exercice du pouvoir. Donc, à partir de là, nous avons dit la seule façon d'aller vers un rassemblement où tous les Algériens se reconnaissent au-delà de leur obédience politique ou conviction personnelle, autour d'un certain nombre de valeurs qui seront porteuses du changement. Zoubida Assoul, nous parlions aujourd'hui, le Rétro-Info, nous avons pris deux sujets, la fête nationale de l'indépendance et de la jeunesse, et cette histoire de limogeage principalement de deux chefs sécuritaires, le DGSN et le commandant de la gendarmerie nationale, mais pas seulement. Il y a d'autres limogeages dans le corps de la justice, dans le corps de la police, comme celui du chef de sûreté de Wilaya d'Alger. D'abord, votre avis sur cette fête de l'indépendance? Hier, le commandant Zrari, commandant Siazdine, de son nom de guerre, nous avait dit quelque chose de très juste. De toute façon, cette fête nationale, ils la fêtent entre eux. C'est leur fête. Ils ne se sont pas concernés. Votre avis sur la commémoration, la célébration de la fête nationale de l'indépendance et de la jeunesse? C'est très juste ce que M. Zrari a dit, parce que pour la simple raison, c'est que depuis plusieurs décennies, ces derniers temps, on fête presque plus la fête de l'indépendance. Et d'ailleurs, même le 1er novembre, à part quelques manifestations entre les gens de l'administration, c'est-à-dire ils se fêtent entre eux, quoi. Il n'y a pas quelque chose où les citoyens sont vraiment engagés et puis on ne voit plus là le défilé qu'on a envie de voir et qui symbolise l'indépendance de l'Algérie. Et puis, d'autre part, c'est que les Algériens aujourd'hui, surtout les jeunes, hein, comme vous le savez, 70% de la population a moins de 35 ans. Donc, c'est là le peuple algérien, c'est là le vivier de l'Algérie d'aujourd'hui. Ces gens-là ne se reconnaissent pas dans ce qu'on peut leur représenter comme dirigeants politiques aujourd'hui. Nos dirigeants sont tout à fait à l'opposé de ce qu'attendent la jeunesse algérienne, qui rêve, comme toutes les jeunesses du monde, hein, de la démocratie, de l'alternance au pouvoir, de la liberté, toute forme de liberté, les libertés d'expression, les libertés de mouvement, les libertés d'entreprendre, la liberté de croire ou de ne pas croire. Ils n'ont plus ça, ces choses-là. Les jeunes Algériens ne se sentent plus concernés. D'ailleurs, quand vous voyez que des milliers de jeunes cherchent à avoir des visas pour aller sous d'autres cieux, pour trouver des conditions de vie plus ou moins décentes pour eux, ou d'aller vers le savoir aussi, c'est une bonne chose. Mais, ou alors, les gens qui n'ont pas, les pauvres, les moyens, ils vont vers le harga, vers la mer, aller risquer, mourir ou à la limite, mais ne pas rester ici parce que
c'est vraiment le chaos. Aujourd'hui, il n'y a plus de perspective, surtout lorsqu'on voit que le pouvoir s'entête encore pour aller imposer aux Algériens un autre mandat de trop. Déjà, le 4e était de trop, le 3e était de trop, parce qu'il ne fallait pas violer la Constitution de 96 qui a limité les mandats présidentiels, mais non seulement on l'a violé avec l'assortiment des partis du pouvoir. Au niveau du Parlement, le peuple n'a jamais donné son avis par voie référendaire sur la Constitution, sur ces réformes constitutionnelles qui touchent à l'équilibre des pouvoirs et qui a concentré l'ensemble des pouvoirs entre les mains d'un seul homme, que ce soit le président Bouteflika ou un autre. Moi, je l'ai déjà dit en tant que présidente de l'UCP, concentrer autant de pouvoirs est un danger pour l'État algérien lui-même, parce que c'est pas possible. Toutes les démocraties... Zoubeda Assoul, vous disiez à un moment qu'il n'y a même plus de défilé comme cela se faisait lors du 5 juillet notamment. Il y a eu un défilé cette fois-ci. Il y a eu un défilé des portraits du président Bouteflika qui ont été salués avec l'hymne national et toute la tribune officielle qui s'est mise au garde à vous devant le portrait. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le ridicule chez nous, il ne tue plus, malheureusement. Quand vous voyez que non seulement on a imposé un 3e mandat d'un président qui était malade, et qu'il faudrait qu'il aille se reposer. Il a fait ce qu'il a fait, c'est l'histoire qui le jugera s'il a bien fait ou mal fait. Mais en tout cas, déjà le 3e mandat, je l'ai déjà dit, ça a été un mandat de blocage des institutions, un blocage sur le plan économique, une façon de discréditer l'État algérien aux yeux de ses partenaires étrangers. Les gens ne savent plus sur quel pied danser avec ce pouvoir qui est de plus en plus opaque, qui est de plus en plus aucune transparence, aucune alternance, aucune perspective nouvelle. Vous vous rendez compte que les jeunes Algériens, après 56 ans de l'indépendance, ils ont toujours des chefs d'État qui sont de la génération de la Révolution. C'est quand même quelque chose d'inadmissible. Tous les gens ont fait quand même un saut qualitatif de permettre à une nouvelle génération d'arriver au pouvoir et de gérer d'une autre manière, de construire l'État-nation, de construire l'État des institutions, l'équilibre des pouvoirs, l'alternance par la voie des urnes. Tout ça, on ne le voit pas. Et en plus, aujourd'hui, en 2018, on veut non seulement le président ne peut même pas, ni lui, afficher sa volonté de dire qu'il allait se présenter ou qu'il va se présenter aux élections de 2019, mais aujourd'hui, on nous présente son portrait. C'est la pire des humiliations pour le peuple algérien. Et restez avec nous, Zoubeda Assoul. C'est-à-dire aujourd'hui, si on a besoin d'une autre preuve pour l'opinion internationale, l'opinion nationale, que le président est inapte, c'est justement de défiler durant les festivités du 5 juillet avec le portrait du président. Et restez avec nous, je reviens à vous dans un moment, Zoubeda Assoul, pour vous demander votre avis sur les limogeages, ces limogeages sur lesquels nous n'avons aucune explication officielle. Al-Srima Mart, sur ces limogeages. Enfin, je pense qu'il y a une affaire avant tout. Pardon. Une affaire de trafic de cocaïne. Je ne sais pas quoi. Probablement, c'est une affaire qui existait depuis longtemps. Juste, on ne sait pas. Puis, c'est développé. Donc, un règlement de compte. Je ne suis pas sûr que les personnes qui ont été limogées, parce que elles étaient impliquées ou je ne sais pas, parce que c'est vraiment, on veut, c'est-à-dire lutter contre la corruption. Je pense que 80% des gens qui détenaient le pouvoir actuellement sont des corrompus. Donc voilà, donc, on n'a qu'à commencer par Khalil, par un certain nombre de responsables politiques et militaires. Donc je pense beaucoup plus à des règlements de compte à l'intérieur du régime pour des raisons probablement de pouvoir, probablement d'autres choses qu'on. Mais comment ont-ils utilisé un prétexte aussi scandaleux? Tout le monde sait que le trafic de cocaïne depuis des années est pratiqué par les barons du régime. Nous le savons depuis 2006, depuis la fameuse affaire Zinjabil, où un général-major, chef de la 2e région militaire, a été mis sur la sellette ouvertement, publiquement, devant tout le monde, au point où cela nécessitait l'intervention des stupes américains. Pour vous dire. Mais tout le monde le savait. Mais ce régime avait, à cette époque-là, avait étouffé l'affaire. Or, cette fois-ci, c'est le régime, c'est l'armée notamment, qui a fait éclater le scandale
même quitte à être éclaboussée elle-même. Oui, mais il faut savoir une chose, c'est que le régime n'a aucun intérêt à lutter contre la corruption, parce que la corruption c'est un des fondements du régime. Donc on ne peut pas scier la chaise ou bien la branche sur laquelle on est assis. Sur laquelle on est assis, effectivement. Donc, mais on utilise ces affaires de corruption à des fins de pouvoir, pour des rendements de compte. Je suis sûr et certain. Vous pensez que ça a une relation avec les présidentielles? C'est possible, probablement c'est possible qu'il ait une relation avec les présidentielles. Probablement il y a des luttes à l'intérieur du régime et des clans. Probablement on élimine Gaïd Salah, on élimine le chef de la Hamel pour des raisons probablement liées aux élections présidentielles. Il y a un clan et lui est réputé être très proche de Saïd Bouteflika. Voilà, probablement. Ce qui est inexplicable, c'est que Gaïd Salah aussi, celui qui l'a fait limoger, est très proche de Saïd Bouteflika aussi. Oui, effectivement, mais c'est-à-dire à l'intérieur, vous avez dit tout à l'heure une chose qui est très importante, c'est-à-dire on spécule de l'extérieur, on n'a pas toutes les données, on n'a pas toutes les données parce que pour avoir toutes les données, il faut vivre à l'intérieur du régime pour avoir tout, pour donner une explication à tout ce qui se passe. Nous, on spécule en fonction des informations qu'on reçoit, qu'on entend par-ci et par-là, surtout la presse. Des fois la presse, il faut faire attention. Des fois, il y a des informations pour faire la diversion. Ça veut dire pour occulter une vraie information, on donne des fausses informations. Mais à l'intérieur, le régime a toujours vécu ces conflits depuis quand même. C'est pas quelque chose de nouveau. Depuis longtemps, il y a des conflits à l'intérieur du régime. Mais ce que je suis sûr et certain, le régime n'est pas prêt actuellement à céder le pouvoir à l'opposition démocratique ou à une opposition qui vient de la société. Ça, on doit le savoir. Ça veut dire qu'il va travailler probablement pour un changement à l'intérieur du régime. S'il travaille, c'est-à-dire s'il y aura changement. Nazim Taleb, cette histoire serait liée à la préparation des présidentielles, selon vous? Sincèrement, je ne sais pas. Moi, encore une fois, je vous l'ai dit, il y a plus d'interrogations sur cette affaire que de réponses. Encore une fois, je l'avais dit lors de la dernière émission, je ne vois pas, moi, comment le bateau n'a pas été inspecté au niveau de l'Espagne. C'est les gardes-côtes qui sont avertis par les douanes. Il y a tellement d'interrogations sur cette affaire. Non, mais les limogeages surtout. L'histoire de la cocaïne, elle n'a pas encore livré toutes. Oui, mais les limogeages font suite à cette affaire de cocaïne, vous êtes d'accord? Mais l'histoire de la cocaïne, moi je dirais l'inverse. Moi je ne crois pas cette histoire de l'Espagne qui a appelé l'Algérie pour lui dire attention. Moi je crois que c'est l'inverse. Moi je crois que les autorités, je crois que ceux qui ont fait éclater cette affaire étaient au courant de la présence de la cocaïne sur le bateau avant même qu'elle ne soit embarquée. Parce qu'il connaissait le boucher Kamel Chikhi, il savait qu'il faisait du trafic de cocaïne, il savait avec qui, il savait que c'est un réseau qui travaille depuis des années, ce n'est pas la première fois, il savait tout ça. Mais cette fois-ci, ils l'ont piégé pour régler des comptes. Ce n'est pas l'affaire de la cocaïne qui a entraîné le limogeage. C'est l'inverse. Ils ont créé l'affaire de la cocaïne, ils l'ont inventée. Ils ont fait exploser le scandale pour pouvoir liquider des gens. Bon, moi, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est des interrogations. Moi, je ne sais pas quand est-ce que ça a été fait, dans quel timing, etc. Encore une fois, mais il y a un postulat de base, c'est que depuis 1962, les règlements de compte existent, parce qu'on est effectivement dans un pays où la transparence est complètement inexistante, où tout se fait derrière les rideaux, il n'y a aucune comptabilité vis-à-vis du peuple par rapport à l'argent qui est utilisé, et malheureusement, on voit à quelle bassesse on est arrivé finalement en jouant avec la santé de nos enfants, parce que cette cocaïne, elle va arriver sûrement quelque part, ou elle allait arriver à quelque part, et pour un petit peu aller dans votre sens, c'est-à-dire on va utiliser cette affaire qui est quand même gravissime, qui va affecter notre jeunesse pour régler des comptes. Là, c'est encore pire. Et là, ça prouve qu'effectivement, que ce régime doit cesser immédiatement et qu'on doit prendre nos responsabilités pour aller vers une Algérie meilleure. Parce que là, ça ne peut plus durer. Zoubida Assoul, sur cette affaire de limogeage et de cocaïne? Écoutez, je crois qu'on est tous unanimes pour dire qu'il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup d'inconnus, il n'y a pas du tout de visibilité. Le pouvoir nous a habitués, c'est ça sa façon d'opérer.
c'est l'opacité totale. Ils ne communiquent sur rien, ils ne donnent jamais les raisons ni sur un limogeage, ni sur des nominations. C'est ça le système, le fondement, sa philosophie, c'est l'opacité. Maintenant, je pense que l'affaire de la cocaïne, c'est quand même pas que l'Algérie. Il doit y avoir, ça doit être une affaire, si vous voulez, où il y a des intervenants étrangers. Donc, c'est presque un crime transnational. Et donc, à partir de là, il y a beaucoup d'inconnus. C'est pour ça que le pouvoir est très gêné. Il ne veut pas communiquer trop. D'ailleurs, le garde des Sceaux, à sa dernière intervention, quand il a été interpellé devant les parlementaires à l'occasion de la clôture de la session parlementaire, il a dit « j'en ai trop dit ». Oui. Donc, à partir de là, je pense que la logique aurait dit qu'il y ait un porte-parole de la justice, le procureur général ou un chargé de la communication qui, hebdomadairement, doit donner des informations, l'état d'avancement de l'enquête, les gens qui sont interpellés, etc. Bon, mais ce n'est pas le procédé du pouvoir. C'est l'opacité totale. Donc, il y a beaucoup plus d'interrogations. Mais moi, je pense quand même qu'il y a derrière, quand même, les élections de 2019 sont là. Et donc, il y a beaucoup de manœuvres, il y a beaucoup de ballons d'essai. Maintenant, Bouteflika lui-même, son entourage, ils savent qu'il y a un risque. C'est pour ça qu'ils ont commencé très tôt. D'ailleurs, vous le remarquerez, qu'ils ont commencé leur campagne en plein mois de juillet, alors qu'habituellement, la candidature ne se fait annoncer qu'en février, c'est-à-dire juste après la convocation du corps électoral. Or, aujourd'hui, ils ont commencé très tôt. S'ils ont commencé très tôt, ça veut dire quand même, ou bien il n'y a pas consensus, ou bien eux-mêmes ne sont pas sûrs que c'est lui qui va se représenter, ou bien ils n'ont pas trouvé encore la bonne personne pour la présenter et que Bouteflika soit le parrain de cette candidature. Zoubeda Assoul, merci. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nazim Taleb, merci beaucoup. Asrima Marthe, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Khawa la khair, slama.